Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme débrief de l'étape numéro 17. Et oui, on n'est plus qu'à plus beaucoup d'étapes de l'arrivée. Et ben oui, on est déjà, vous voyez cette vidéo jeudi, mais on va parler d'étape de mercredi. Puis on parlera, on essayera d'analyser le parcours de l'étape numéro 18, l'étape du jour. Alors, cette étape numéro 17. Elle partait de Comezzadour à Val di Sole pour aller du côté de Antols-Anterselva, connu bien entendu pour son stade de biathlon, 190 km. On arrivait même dans le stade de biathlon avec un parcours assez étroit. Étape qui s'est quand même déroulée sous un rythme très élevé, vu qu'on est arrivé aux alentours de 17h05, donc au niveau de l'horaire le plus rapide. Échappée de 16 coureurs qui se fait en plusieurs temps, avec un Bob Jungels qui revient du peloton par exemple. Donc l'échappée n'était pas forcément composée de 15 coureurs, une échappée de costaud avec des roules toujours, et il y avait un Français, Nance Peter. Bakelands attaque à 70 bornes de l'arrivée, et ça désorganise totalement cette échappée qui avait à ce moment-là déjà plus de 5 minutes d'avance. On savait que c'était l'échappée qui allait jouer la victoire d'étape. Le parcours n'étant pas extrêmement difficile, avec simplement la côte d'Antols, mais qui était une côte de 3e catégorie, pas forcément d'écart sur cette journée, pas forcément de l'obligation également d'aller chercher les bonifications pour les leaders. Donc voilà, les leaders se désintéressent, on va dire, de manière importante sur cette étape. Et puis on se retrouve donc avec une échappée désorganisée. Il va y avoir plusieurs attaques. Une première attaque à 50 bornes de l'arrivée. On a le groupe qui se divise en deux. 10 coureurs devant, 8 derrière. Dans les 8 coureurs derrière, ceux qui se font avoir, par exemple, on va avoir Bob Jungels. Je crois que Brandbilla également était derrière, alors que Nance Peter, c'était dans le premier groupe. Tout ça se réunit à peu près à 25 bornes de l'arrivée, et puis à 16 bornes de l'arrivée, attaque de Nance Peters dans le final de l'étape. Il ne sera jamais rejoint lors d'un moment de flottement, et il remporte l'étape. C'est donc la 2e victoire française sur ce Giro. Alléluia! Bien entendu, le Français du jour, Nance Peters, vainqueur de l'étape. Il a attaqué au bon moment, Nance Peters, très très bon moment. Il a senti la course, il a senti que dans cette échappée ça s'entendait pas, mais il n'a pas trop anticipé. Il savait qu'il devait anticiper parce que c'est pas forcément le meilleur grimpeur du groupe. Même si l'arrivée d'hier à Antols c'était courte, déjà 5 km, 500, et puis surtout très régulière. On était entre 8 et 12, il n'y avait pas de replat, donc c'était toujours sur le même rythme. Et pas encore comme Nance Peters, qui je pense a de bonnes prédispositions sur le contre-la-montre quand même, parce qu'il a quand même pas fait un si mauvais chrono que ça du côté de Saint-Marin. Et bien c'est toujours un avantage quand vous avez une montée régulière, parce que vous pouvez imprimer un rythme régulier. Nance Peters, donc, il est sorti au bon moment. Il n'est pas sorti trop tôt quand Bakeland sort, par exemple, à 70 bornes de l'arrivée, ça sert à rien. Ou même plus tard, quand il y a un groupe à 50 bornes de l'arrivée, il suit, mais il ne provoque pas de contre, par exemple, derrière. Et là, à 16 bornes de l'arrivée, il sent que tout le monde est en train de se ravitailler, de manger, de boire, que ça ne s'entend pas du tout. Il attaque à ce moment-là. Comme c'était pas un coureur qui était forcément surveillé par les leaders dans cette échappée, eh bien au départ on ne le suit pas, et puis derrière après c'est l'enterrement de première classe. L'écart augmente à partir du moment où il y a déjà 30 secondes. 30 secondes c'est déjà beaucoup sur une arrivée de ce type, et puis après on arrive très vite à la minute. Et même si derrière vous avez un contre avec Chavez, Conti que j'avais mis parmi mes favoris hier, le troisième coureur je ne sais plus quel était le troisième coureur de ce groupe, mais ça s'entend. C'était Chris Neylands, d'Israel Cycling Academy, mais ça ne s'entendra jamais vraiment très bien. Et puis l'écart avait été fait par Nance Peters, qui ne perdra pas de rythme et qui gagnera l'étape. Et pour un coureur de 25 ans qui a eu 3 jours le maillot blanc, qui a été très performant également sur le trophée Laguela en début de saison, qui s'impose là aujourd'hui, eh bien j'ai l'impression qu'on est en train de découvrir un grand coureur qui a un style très particulier, parce que c'est vrai que sur le vélo on a toujours l'impression qu'il est très haché dans sa manière de pédaler. C'est-à-dire qu'il descend la pédale, paf, il la remonte, mais tu as l'impression qu'il y a au moins 2-3 temps entre la descente de pédale et la montée. C'est assez étonnant son style.
Ouais, peut-être la découverte d'un très bon coureur, parce que tactiquement, il a fait quand même un très très bon coup. Il fallait oser déjà partir à 16 bandes de l'arrivée, mais il fallait sentir que derrière, ça suivrait peut-être pas tout de suite. Ou au moins qu'il n'y aurait pas les 17 qui viendraient d'un coup. Et voilà, il a bien fait, et pourtant c'était une échappée de costaud en plus. Il y avait Thomas de Rent, Fausto Masnada, Valerio Conti, Bob Jungels, Yann Bakelans, Chavez, Formolo, c'était quand même pas une échappée de branquignol, mais il a bien senti quand il fallait sortir Nance Peters, et donc très très belle victoire d'étape pour le français. Attaque de Marlou. Les coureurs au top dans cette étape qui n'a pas été non plus avec un grand... ça n'a pas été la grande cavalcade hein, derrière entre les favoris, il n'y a pas eu de grosses attaques non plus de dingue. Forcément l'étape était peut-être pas assez dure non plus pour les mettre dans une situation de sortir de très très loin. On commence avec Carapaz qui finit bien l'étape. Il reprend 7 secondes, hein. On a l'impression comme ça que c'est un gain d'apothicaire, 7 secondes, que c'est pas grand chose, mais ça montre déjà qu'il finit bien ce Giro, et puis surtout ça montre que ses favoris ont peut-être pris un petit coup de bambou derrière la tête, parce que très clairement perdre 7 secondes sur une arrivée qui n'était pas encore extrêmement difficile, je le rappelle, cette arrivée en tôle, 5 km 500 à 8% de moyenne, c'était quand même court, c'était pas le Mortirolo par exemple qu'on avait eu lors de l'étape de mardi, donc c'était un peu plus facile. Et là, pour Carapaz, il a repris quand même du temps dans cette étape. Et puis, il a profité de la situation avec Landa, et on en parlera tout à l'heure de Landa, hein, c'est juste après. Il a profité de la situation de Landa, parce que quand Landa a attaqué, eh bien, lui n'a pas suivi. Et puis, il a laissé Roglic travailler, Nibali travailler, parce qu'il n'avait aucun intérêt à reprendre un de ses équipiers. Il faut le comprendre, c'est vraiment de la très très bonne gestion tactique. Pourquoi aller reprendre son équipier ? Si son équipier prend le maillot rose, c'est tout bénef, ça reste dans l'équipe. Donc ça reste, c'est bon pour au niveau du sponsor. C'est un travail d'équipe, le cyclisme, ça se court de manière... C'est un sport individuel, mais qui se court en équipe. C'est toujours un petit peu la particularité du cyclisme. Donc Carapaz reprend du temps. En plus, il a une équipe qui est en très grande forme, parce que ça soit Carretero par exemple, Amador, ce sont des coureurs qui sont également en très très bonne forme et qui finissent très très bien ce Giro. Donc ça va être difficile quand même de déloger le petit coureur espagnol, il va falloir partir de très très loin samedi. Landa, on parlait de la situation des Movistar, eh bien Landa c'est le deuxième à en profiter, très bonne journée de la part du coureur espagnol, qui lui est parti un peu plus tôt, à 3 km de l'arrivée, qui reprend 12 secondes à Carapaz, mais surtout il reprend 19 secondes à Nibali et à Primoz Roglic, ça c'est la bonne nouvelle pour le coureur espagnol. Donc au général, eh bien il revient vraiment dans le match, il est quatrième à 3 minutes 03, donc il reste à distance tout à fait raisonnable de Carapaz, si Carapaz avait un problème, et surtout il se rapproche de Primoz Roglic par exemple, qui est troisième au général. Il n'est plus qu'à 47 secondes de Primoz Roglic, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle du jour pour Mikel Landa, c'est la bonne nouvelle pour Movistar, qui garde toujours 2 coureurs dans une position de victoire, ou surtout dans une position de toute façon de bon résultat, pour pouvoir peut-être avoir 2 coureurs sur le podium, ce qui serait fantastique pour le sponsor. Les bonnets d'âne, et on commence avec Vincenzo Nibali. Ça n'a pas été facile pour le coureur italien. Il a perdu du temps, et puis on sentait qu'il n'était pas au top physiquement. Il n'arrivait pas à suivre Domenico Pozzovivo, qui finit toujours bien cette Giro, hein, quand il était chez AG2R, ou même quand il était leader à la Bahreïn. Il a toujours très très bien fini cette Giro, Domenico Pozzovivo, quand il allait au bout, bien entendu. Pozzovivo Nibali qui perd 7 secondes et qui se retrouve désormais à 1,53 au général, avec le petit coup de bambou derrière la tête, parce que sur une arrivée qui n'était pas très difficile, perdre 7 secondes c'est quand même très frustrant, surtout il n'arrivait pas à suivre Pozzovivo, donc là encore c'est deuxièmement encore plus frustrant. Maintenant, pour reprendre 1,53 et peut-être même reprendre 30 secondes d'avance sur Carapaz, ou 40 secondes d'avance, je pense que vendredi ça ne sera pas suffisant. L'arrivée n'est pas assez difficile, même si c'est une arrivée au sommet. Il faudra attendre samedi. Et samedi, il ne faudra pas partir dans la dernière côte. Et je pense que samedi, on va avoir de très très grosses manœuvres dans ce Giro, parce que samedi, c'est une étape qui est très compliquée. Et on se souvient de l'année dernière, le vendredi,
Pour ceux qui se rappellent, cette fameuse étape le vendredi qui avait permis à Froome de prendre le maillot rose en partant à 85 bornes de l'arrivée. Je m'attendrai pas qu'on ait une autre tentative de ce genre lors de l'étape de samedi, je vous conseille de la regarder. Roglic, même tarif que Nibali, donc même situation que Nibali, il perd du temps. Et puis Landa se rapproche de lui de manière assez importante, mais je suis encore plus inquiet que Nibali, parce qu'autant Nibali, je me dis bien samedi, il va peut-être tout tenter, parce que pour lui, quand tu as déjà remporté le Giro, finir deuxième ou troisième, bon, il s'en branle un petit peu, Nibali. Alors que Roglic, lui, n'a jamais fini sur le podium d'un grand tour, parce que l'année dernière, il a fini 4ème du Tour de France. Il a souvent le dernier week-end n'est pas toujours top pour lui, et surtout, samedi, c'est une étape qui est très difficile, avec beaucoup de côtes dans la journée. Or, son équipe était inexistante déjà aujourd'hui. Ça veut dire qu'il était déjà seul au pied de la montée, Roglic. Que ça soit Toulouse, qui est, on va dire, son homme de main, on va dire, son lieutenant. Toulouse, on ne l'a pas vu de l'étape. Je me demande même à quoi il sert, parce que depuis 3-4 jours, il a quand même du mal. Et les autres coureurs, que ce soit Josh Van Enden ou les autres coureurs coéquipiers de la Jumbo-Visma, ils n'ont pas la capacité d'aider Roglic très longtemps. Donc samedi, il risque de prendre cher. Et contrairement à Nibali, le fait que le collectif autour de lui ne soit pas très élevé, je pense lui a coûté quelques secondes précieuses, parce que voilà, ils ont pas été très sympas avec Roglic, ils l'ont pas énormément aidé, le coureur slovène. Et puis on finit avec Rafał Majka, le Polonais, 7ème du général. Il a perdu une place hier. Rafał Majka, lâché dès le début de la montée, c'est-à-dire lâché très très loin. Alors dès 5 bornes de l'arrivée, il était lâché, Majka. J'ai l'impression que, comme hier sur le Mortirolo, comme avant-hier, sur le Mortirolo, ça s'est vraiment pas très très bien passé pour lui. Il a perdu 1,08 en 5 km 500. C'est quand même énorme, alors que le temps d'effort a dû être de 20 minutes, même pas 20 minutes sur le final, ça a été très rapide. Donc, oui, ça n'a même pas été 20 minutes, qu'est-ce que je raconte? On a plutôt fini en 10 minutes sur les 5 derniers kilomètres, donc ça a roulé très 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 fort. Lui, il n'a pas réussi à suivre le rythme. Bon, ça semble compliqué pour Majka sur cette fin de Giro, la récup est peut-être pas au top, et puis surtout dans l'équipe, désormais il a de nouveau de la concurrence avec Formolo, qui lui était dans l'échappée, et qui revient dans le top 10, donc il n'y a plus on va dire, une 30, une 50 d'écart entre les deux coureurs. Voilà, il va y avoir une réflexion à avoir, surtout que demain, en plus, sprint, donc ça va encore travailler pour Ackermann, donc ça va être compliqué pour Majka avec ses équipiers. Et ben tiens, on passait à l'étape de demain, enfin je dis l'étape du demain parce que moi j'enregistre la veille, mais c'est l'étape du jour pour vous, l'étape de cet après-midi, et on partira de Valdaora Holang pour aller du côté de Santa Maria di Sala, étape de 222 km, c'est-à-dire une étape qui est quand même assez longue, surtout en 3e semaine de grand tour, ça va peser dans les jambes avant les 3 dernières étapes qui vont être très corsées, surtout l'étape de samedi. Et puis ne pas oublier le contre-la-montre quand même autour de Vérone si les écarts se sont réduits. Étape avec une côte de 4e catégorie au programme, le Pieve di Alpago. Et puis sinon derrière, il y aura 2 sprints à 70 bornes de l'arrivée et à 17 km de l'arrivée à peu près. Du côté de Scorze, à moins de 20 bornes de l'arrivée. Bon, moi je dirais sprint bien entendu, à part si une échappée de 10-15 coureurs arrivait à sortir, mais bon, il y a quand même encore 3 équipes qui sont bien armées pour le sprint, la Lotto Soudal, mais également Groupama et Bora. Donc normalement si ces 3 équipes s'entendent, on devrait aller au sprint. Et ça devrait être compliqué, surtout pour les baroudeurs. Alors peut-être Chima par exemple pourrait sortir demain, mais ça me semble compliqué quand même qu'une grosse échappée aille au bout dans cette étape de 222 km. On va finir sur le profil, mais dans cette étape de 222 km, les 10 derniers kilomètres sont tout plats, il y aura quelques virages dans les 10 derniers kilomètres, mais la dernière ligne droite fait 2000 mètres avec 7,50 m de large, donc normalement on devra avoir un magnifique sprint entre les leaders. Et les leaders du côté du sprint, eh bien nous avons Arnaud Démare parmi mes favoris, surtout qu'il adore ses 3e semaines.
L'année dernière sur le Tour de France à Pau, c'était une victoire en 3e semaine. Normalement, il est très très fort. Il arrive à bien récupérer après des lendemains d'étapes de montagne difficiles. Et hier, c'était pas extrêmement difficile pour entrer dans les délais. Je mets Caleb Ewan quand même parce que voilà, il n'y a plus beaucoup de sprinters. Et Caleb Ewan, pourquoi? Parce que j'ai trouvé très très bon la semaine dernière, c'était déjà le dernier sprint il y a plus d'une semaine, qui m'avait l'air d'être en très grande forme et qui a l'air d'être en très grande forme sur ce Giro et très très bien entouré avec encore une fois les anciens lieutenants de Greipel comme un certain Thomas de Rent. Et puis je ne mets pas forcément parmi les favoris Pascal Ackermann. Pour moi il serait un ton dessous. Pourquoi? Parce que Ackermann, je ne sais pas comment il arrive à gérer la 3e semaine. Et puis surtout, ses coéquipiers ont dû énormément travailler en montagne, contrairement aux équipiers d'Arnaud Démare et aux équipiers de Caleb Ewan, pour aider Formolo et Maïka en montagne. Donc peut-être qu'il aura des équipiers un peu fatigués pour le lancer dans le final de l'étape. Nous, on se retrouve demain pour faire le résumé et pour faire le débrief surtout de l'étape numéro 18, devrait être assez rapide, et puis pour se projeter sur l'étape 19 qui devrait être très compliquée. Donc on se retrouve demain à la même heure. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis si vous avez surkiffé, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve demain à la même heure. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.